Renacast. Les gens qui disent « Ah oui, je fais un truc en 10 minutes ». Mais en fait, c'est un truc en 10 minutes que j'ai acquis pendant 10 ans. Du coup, après, j'ai créé une sorte de petite effervescence autour de moi, mais parce que j'ai jamais lâché, en fait. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Aujourd'hui, nous allons explorer cet instant précis où tout a basculé, le déclic qui va faire sortir du salariat pour oser l'entrepreneuriat. Je suis avec Virginie Legrand qui va nous expliquer comment elle a transformé une passion héritée en une entreprise florissante. Bonjour Virginie et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour. Enchanté de t'avoir Virginie, je suis très heureux, sincèrement. J'ai eu ton attaché de presse, alors je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais tu me diras, qui m'a parlé de toi et ça m'a tout de suite plu. Ton parcours est exceptionnel, il va en ravir, oui, beaucoup. Il va en ravir beaucoup et il va aider surtout pas mal de monde qui étaient ou qui sont aujourd'hui un petit peu dans ton cas, enfin le cas où tu étais avant de devenir entrepreneuse. Et c'est assez exceptionnel. Si je le redis, je l'ai déjà dit 2 fois, mais je pense que c'est assez exceptionnel. Ça fait partie de mes coups de cœur. Ouais, 2 fois. Donc du coup, moi je sais qui tu es. Nos auditeurs ne le savent pas encore. Enfin, pas encore. Ils vont pas tarder à le savoir parce que je te propose de te présenter, Virginie. Alors, moi, je suis Virginie Legrand, j'ai 44 ans et je suis chef à domicile dans l'Île-de-France, mais partout ailleurs, parce que je me déplace aussi à l'extérieur de France. Et en fait, je suis une ancienne professeure d'allemand et de lettres, donc reconversion réussie parce que ça fait 11 ans que j'ai monté mon entreprise d'événementiel culinaire. OK, 11 ans déjà. Ah, j'avais pas le 11 ans, c'est énorme. Donc oui, la reconversion est top là. Là, on a un parcours déjà très long et tu vas pouvoir nous expliquer pas mal de choses sur tes évolutions, puisque j'imagine qu'il y a eu plusieurs étapes avant ces 11 premières années. Une chose m'interpelle dès le départ, finalement, c'est tu étais professeur d'allemand. Moi, dans mon esprit, professeur, en tout cas dans celui de mes parents à l'époque, professeur, c'était la situation la plus enviée du monde puisque sécurité d'emploi, les prêts sont plus faciles à faire. Bref, ta vie est toute tracée jusqu'à la retraite, ton salaire progresse tous les ans, que tu sois bon ou mauvais. Et toi, tu décides à un moment donné de changer de voie pour tout risquer sur l'entrepreneuriat. Mais comment ça s'est fait? Alors, déjà un petit bémol, parce que je pense que j'ai un parcours atypique aussi dans l'enseignement. Et en fait, je n'étais pas ni capétienne, ni agrégée. Donc, je n'étais pas dans l'éducation nationale. Donc, je D'accord. n'étais pas fonctionnaire. Parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant 11 ans dans une école privée hors contrat. Et dans une école privée hors contrat, on est quand même lié au programme, mais on est en mode salarié. C'est-à-dire que c'est l'école qui me paye. Donc, la seule chose commune avec l'éducation nationale, c'était les vacances. Ce qui est très bien. Et ça, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, effectivement. Ça change avec les non-vacances d'entrepreneurs, en fait. Effectivement. Ah bah oui, là, tu avais combien? 15 semaines de vacances? Non, Ah, j'exagère, mais peut-être pas, énorme, peut-être même plus. énorme. Et aujourd'hui, quand tu pars en vacances, c'est toi qui te les payes. Voilà, et là, c'est plus compliqué, j'imagine, à gérer. Hem Mais du coup, comment tu t'arrêtes? Parce qu'à un moment donné, l'enseignement, c'est une passion, pour moi, ce n'est pas un métier, tu as envie une vocation, merci. Comment tu t'arrêtes, de ce métier-là et pour quelles raisons? Alors, en fait, on m'a proposé de monter une école, privée aussi, d'être la directrice de cette école-là qui se montait, dans les Yvelines. Moi, j'ai dit oui, donc j'ai donné ma démission, donc ça, c'était en juin 2013. J'ai donné ma démission, pour justement, voler de mes propres ailes, avoir mon équipe pédagogique, avoir des projets pédagogiques et gérer quelque chose. Moi, j'étais quelqu'un de très, très indépendante, en fait, je le savais au fond de moi. Ça se voit. Merci. Donc, du coup, je me suis retrouvée en septembre 2013 dans cette école-là, à laquelle j'avais dit oui.
Et j'ai senti que c'était un petit peu bancal. Il me laissait travailler, mais en même temps, il y avait des choses complexes. J'étais très dans l'inconfort. Enfin, j'avais l'intuition que ça marchait pas. Et en fait, en octobre, aux vacances de la Toussaint, on m'a dit: «Virginie, on adore ce que tu fais, mais on ne peut pas te garder parce que l'école est en redressement judiciaire». Mince. Donc, en soi, c'était pas grave. Moi, j'aurais très bien pu retourner dans l'établissement où j'étais parce que le chef d'établissement m'avait remplacée pour une année. Il m'a dit: «OK». Moi, j'avais mes allocations chômage. Enfin, tu vois, financièrement, ça roulait. Sauf que, bah, j'étais passionnée de gastronomie depuis très, 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 très longtemps, que plein de gens me disaient: «Mais Virginie, monte ta boîte, monte ton truc» et cetera, que ça me faisait immensément peur. Et du coup, bah, je me suis dit: «Ne serait-ce pas l'occasion, peut-être, de me lancer là-dedans?» Et en fait, bah, j'ai immatriculé en décembre 2013, donc 2 mois après. J'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit: «Bon, allez, je pense que c'est le moment». Un peu D'accord, dingue donc peut-être? ouais, ça va vite, ça va vite, mais c'est bien, tu rebondis, rapidement et j'ai eu, déjà pas mal, de personnes avec qui j'ai échangé, qui me disaient, j'ai en tête, 2 personnalités qui me disaient: «Bah, en fait, plus je tombe, plus je me relève vite et plus je me relèverai vite» et toi, tu as pas attendu de tomber plein de fois finalement. Tu la première fois Non, non, je pense que c'est, tu sais, il y a des signes, un petit peu de l'univers, un peu métaphysiques qui te disent, tu es à la croisée des chemins et c'est le moment, en fait, tu vois? C'est le moment. Il ne faut pas louper l'opportunité. Elle est là, elle est inscrite, elle ne se reproduira pas et du coup, bah, je me suis laissée guider, en fait et tu vois, OK. 11 ans après, je sens que j'ai pas fait l'erreur. Oui, bien sûr, tu as suivi ton instinct, ton entourage te pousse un peu, hyper important, et tu pas eu peur de te dire: «OK, je me lance dans l'inconnu toute seule», puisque de ce que je comprends, tu as commencé toute seule, donc tu me dis que tu as un petit bas de laine de côté pour te lancer, tu as l'État qui t'accompagne. Comment tu lèves ces freins? Parce que j'imagine, à moins que tu sois exceptionnelle encore plus que ce que j'ai dit au début, mais comment tu lèves ces freins, ces craintes, ces peurs, tout ça? Mais j'ai envie de te dire que j'avais même pas peur. OK. Non, mais c'est assez non, mais parce que je fais beaucoup d'interviews et quand je dis ça, heu, je savais que ça allait marcher. En fait, je savais que j'étais née pour ça et je savais que cette deuxième vie, elle allait être ma vraie vie, en fait. D'accord. Parce que la gastronomie, pour moi, c'est quelque chose qui m'a appelée très longtemps et souvent je dis donc cette reconversion-là, elle est pas liée à quelque chose, d'extrêmement négatif parce qu'aujourd'hui même, l'enseignement me manque. Alors c'est pour ça que je fais beaucoup de cours de cuisine, mais l'enseignement, moi, j'ai adoré. J'ai pas fait un burn-out dans une boîte où je me suis dit: «Il faut que je trouve une deuxième voie», tu vois, pour m'épanouir. En fait, c'est la gastronomie, c'est l'événementiel, c'est l'organisationnel et je pense que c'est l'entrepreneuriat, en fait. C'est intéressant parce que tu parlais, voilà, la voie toute tracée. L'enseignant, c'est comme le médecin et l'avocat, hein. C'est Oui, les 3 métiers qui sont hyper valorisés dans la famille. «Ah oui, ma fille, elle est prof, c'est super» et cetera. Moi, j'ai vécu ça, en fait. oui, bien sûr. Et en fait, je pense que ça ne me convenait pas. En termes d'énergie, en termes d'autonomie, en termes de créativité. En fait, moi, j'ai besoin de créer et là, je devais suivre des programmes, je devais suivre une équipe, je devais suivre un chef d'établissement, je devais suivre une hiérarchie. C'est pas possible, en fait, une autorité et je me suis dit: «Bah, voilà, c'est l'occasion de dire stop à tout ça et d'être moi, avec moi». Bah, écoute, parfait, tant mieux et cette soif de culinaire, de création culinaire, comment tu l'as depuis toute petite? Ou elle est venue progressivement? Parce que, comme moi, je suis obligé de me faire à manger, mais je n'y éprouve pas forcément de plaisir. Alors j'ai peut-être qu'on peut y éprouver un plaisir, même pour moi, mais moi, aujourd'hui, j'y éprouve pas de plaisir parce que je trouve ça, difficile en 1 temps, parce qu'il faut connaître les dosages, enfin, c'est de la cuisine, quoi, c'est des molécules, on voit énormément de personnes des chefs cuisiniers qui nous sortent des plats d'exception avec des produits que j'ai dans mon jardin que je ne sais même pas moi cultiver. Euh, Est-ce que toi, tu avais déjà ce plaisir d'assembler les éléments, les aliments pour en faire des mets? Oui, alors, en fait, moi, c'est mon papa, Patrice, qui m'a initiée à cet art culinaire, tu vois? À se bien manger, à se manger beau. Il m'emmenait dans les restaurants, on allait sur les marchés, l'épicerie fine et cetera. Il avait plein d'instruments de cuisine. Mes parents sont divorcés, du coup, quand j'allais chez mon papa, j'avais ça. Mais j'étais passive, tu vois? C'est-à-dire quand j'étais petite, j'étais passive, je prenais les infos et tu vois, on parle d'éducation culinaire, mais mine de rien,
Voilà, il a distillé, il a semé des choses. Et en fait, quand je me suis installée avec, le papa de ma fille, donc mon 1er mari, parce qu'après j'ai divorcé. Mais quand je me suis installée avec lui à 21 ans, je me suis dit: «OK, il faut que, bah, j'ai un foyer». Donc un foyer, c'est créer, une connivence culinaire, créer quelque chose de bon, et donc je faisais les courses au marché et en fait, j'expérimentais. En fait et je sentais déjà que j'avais ce côté expérimentation. On parlera des mentors après, mais moi, c'est Cyril Lignac, il y a 20 ans, qui a déclenché quelque chose en moi, vraiment. Et en fait, j'aimais, toujours repousser les limites, les limites. Donc, après à la maison, je faisais beaucoup, de soirées thématiques avec, tu vois, une certaine cohérence. Il y avait une réflexion autour de la cuisine. Je cuisinais, mais derrière, il y avait, une thématique. Je pensais à mes verrines, je pensais à mes compos, à mes associations, aux saveurs. Cette créativité-là, je l'avais déjà. Je me souviens d'ailleurs que quand je revois là mes posts, Facebook à cette époque-là, j'étais déjà en mode, voilà, j'étais en train d'agencer, je réfléchissais beaucoup. Et puis, bah, voilà, je me suis dit: «C'est l'occasion après de professionnaliser cette vibration», même si ça fait très peur parce que tous les artistes disent que c'est compliqué de professionnaliser une passion. Tu vois? Tu as Ouais. beaucoup de gens qui font de la musique, de la peinture, de la sculpture, du dessin, encore aujourd'hui, à qui je dis: «Mais lancez-vous, faites-en votre métier», et en fait, la connotation financière est toujours très compliquée, elle fait très peur. Et en fait, bah, moi, j'ai pas eu peur, je me suis dit: «Bah, non, je pense que j'ai vraiment un don», vraiment dans le sens, c'est pas quelque chose d'arrogant, c'est quelque chose qui m'anime, en fait, de l'intérieur. Donc si ça m'anime de l'intérieur, j'arriverai à le faire expulser de l'intérieur pour le plaisir d'écrire. Ah, c'est top et du coup, tu ne te lances pas dans des études de cuisine, de chef, tu préfères, faire de l'allemand? OK, c'est normal. Oui, bah, en fait, OK, alors pourquoi l'allemand? Parce que je suis tombée amoureuse de mon prof d'allemand. Voilà, OK. c'est tout. Bon, En comme quoi des seconde, fois. seconde, première terminale, Otmar Stremel, s'il nous regarde. Otmar Stremel, hein, ça peut pas être pire allemand que ça quand même. Et en fait, il m'a donné envie, tu sais, tous ces profs qui te donnent envie de Bien de sûr. prolonger un peu l'expérience. J'ai fait donc une maîtrise de littérature allemande à la Sorbonne. Ensuite, j'ai passé le CAPES, j'ai passé la Greg, sauf que je ne l'ai pas eu, mais je savais que je voulais être prof. J'avais ce côté pédagogue. Bon. Et après, j'ai fait une équivalence en lettres, dans mon établissement où j'étais pour remplacer la prof de lettres, avec qui j'avais passé des oraux de français, et le chef d'établissement m'a dit: «Bah, Virginie, je te laisse, les premières L, si tu veux». OK. Bah, OK, allez. En fait, moi, ce que j'adore, vraiment, et je me rends compte que je suis dingue, c'est les challenges. C'est de dire: «OK, le défi, c'est de faire ça». Donc moi, après, j'ai énormément travaillé pour rattraper le programme, pour rattraper le cycle, pour rattraper mes connaissances, mes compétences que je n'avais pas eues, tu vois, dans un truc institutionnel. Et après, par rapport à la cuisine, quand j'ai décidé d'en faire mon métier, j'ai pas voulu, ni passer de CAP, ni faire une école. J'étais trop impatiente, en fait. Je sentais tellement que c'était mon truc que je voulais pas attendre une année pour m'emmerder dans une école alors que j'étais prof, hein, tu vois? C'est quand même C'est ce très que j'allais bizarre. dire, ouais, tu es prof quand même, tu sais à quoi servent les études. Typiquement dans la cuisine, les gestes sont importants, le grammage, l'importance voilà, la technique est importante. Mais tu l'as déjà ou tu te dis: «Bon, j'ai déjà fait assez, je sais que je maîtrise, j'y vais et puis, tant pis, ça marche ou ça marche pas, je referai ma crème fouettée autrement s'il faut»? Alors, je pense qu'il y a ce côté un petit peu insolente de dire, «Je réussirai sans ces techniques», et je le dis aujourd'hui, il y a plein de techniques que je n'ai pas. Moi, je suis pas une pâtissière déjà, tu vois? Je suis plus une cuisinière. Donc les pâtissiers, on est quelque chose de très technique, de voilà, le grammage, le côté, hyper rigoureux. Bon, moi je l'ai pas. Tous les gestes techniques de lever, des filets, de poisson, de barder de la viande et cetera, je l'ai pas. Et c'est pas grave parce que moi, en fait, je vais chez mon poissonnier, je vais chez mon boucher, j'arrive, il m'a tout préparé, tu vois? Donc D'accord. ça, là-dessus, ça aurait peut-être posé problème si j'avais voulu aller en restaurant. Sauf que d'office, parce que ça c'est pareil, on est dans le on y va, on s'en fout, je voulais être à domicile dès le début. Je me suis pas dit: «Je vais faire mes preuves dans un resto, voilà, à gérer des services, à gérer», voilà. Je voulais tout de suite aller chez les gens parce que quand j'étais prof, on a des petits salaires, quand même mine de rien, et je mettais un peu de beurre dans les épinards et je faisais des cours de soutien à domicile. Donc j'avais déjà cette chaleur, tu vois, à domicile avec les gamins. J'avais les parents qui me préparaient un gâteau, j'avais le café, j'avais et en fait, c'est cette connexion très émotionnelle que j'avais, que j'adorais, d'être chez les gens. Et je me suis dit: «Je veux
faire rentrer la cuisine chez les gens. C'est Voilà. tendu, hein. Alors autant, ouvrir son restaurant, c'est risqué, financièrement parlant, hein, parce que les murs, les pas de porte, les employés, enfin tout ce qu'on a, le matériel, mais c'est également risqué, tu arrives, j'imagine que tu arrives chez les gens, tu connais pas le four, tu connais pas la plaque de cuisson, tu sais pas ce qu'il y a, donc tu as ce moment de préparation qui doit être encore plus important parce que tu dois relever des défis sur des produits que tu ne maîtrises pas, un outil qui est alors certes une plaque de cuisson, c'est une plaque de cuisson, mais potentiellement elle est peut-être différente à droite et à gauche, Oui, et oui. Puis ça et dépend mais aussi des gens, comment ils cuisinent, parce que tu peux avoir mmh des ustensiles de cuisine, où tu vois, ça brûle plus facilement. Les fours sont différents aux miens, sont différents à voilà, au restaurant où c'est des choses un petit peu plus poussées. Mais je crois que c'est ça que j'adore. Je crois que c'est ce côté, adaptabilité en permanence, tu vois? ouais, se De mettre en parce qu'en danger, fait, dès c'est le début. mais oui, parce qu'en fait, c'est ça, exactement, tu as tout compris et surtout, c'est cette liberté, en fait et je crois, pour répondre à ta question, c'est vraiment la routine que je combats en permanence. Parce que quand tu es dans un resto, oui, c'est ta deuxième maison, oui, tu as tous tes ustensiles. Bien sûr, hein, moi, quand je pars, j'ai des caisses et des caisses et des caisses et des listes et des listes et des listes pour rien oublier chez les clients. Mais en fait, je pense que c'est ça que j'adore, c'est à chaque fois être libre dans un autre espace, une autre respiration, une autre ambiance, un autre univers, qui fait que je m'ennuie, jamais, en fait. Ouais. Donc oui, tu as cassé ta routine avec, en te mettant en danger, en péril à chaque nouvelle mission. C'est excellent, la cuisine plus petite, plus grande, enfin tout ce qui peut se passer, Ah ça bah, peut oui, être parfois excellent. j'ai des îlots, parfois j'ai pas de place, voilà, j'ai fait une prestation en avril, elle avait loué un Airbnb, la table était collée à la cuisine. On avait 12 assiettes à sortir et moi quand je dresse, c'est quand même hyper millimétré, j'avais pas de place pour les mettre. Mon maître d'hôtel, on a galéré à mettre sur l'évier, enfin et finalement, voilà, quand tu envoies le truc et le lendemain, j'ai eu un super retour de la cliente qui m'a dit parce que c'est ça aussi, tu montres ta capacité d'adaptation et c'est une sorte de preuve aussi professionnelle et d'engagement professionnel. Donc voilà, finalement, j'arrive à, tu vois, équilibrer entre, bah, ces carences-là que j'ai pas eues, ce côté, je n'ai pas de restaurant et je n'ai jamais voulu et je n'en voudrais jamais parce qu'on m'a proposé beaucoup. Mais je trouve ça canon, quoi, je m'éclate. Je Ouais, mais c'est m'amuse, en génial. fait. Je m'amuse. Mmh. C'est le plus important. Ouais. Je rebondis sur une chose que tu as dit au début, tu as transformé ta passion en métier. C'est pas simple, j'ai beaucoup de passions, je n'ai pas envie de les transformer en métier pour que ces passions ne deviennent pas mon métier justement, pour que ça soit toujours de la passion. Et ça, ça me semble difficile à faire pour moi parce que j'ai pas envie de d'écorner, cette envie le matin de toi, un métier, tu as des obligations, de réussite. Une passion, tu y arrives pas. Le musicien, il fait sa musique dans sa chambre, ça plaît à personne, c'est pas grave, ça lui plaît à lui. Mais toi, tu as réussi à passer ce cap-là et je trouve ça, hyper complexe, mentalement en tout cas. Mmh. C'est la vraie question que je me suis posée, 30 secondes, j'ai envie de te dire. Mais aujourd'hui, bien sûr que la différence, c'est comme tu dis, cette liberté, de ne pas être vu, de ne pas être jugé dans ta chambre, dans ton atelier et cetera. Moi, bien sûr, il y a la problématique financière et du coup, il y a la problématique d'aller toucher des gens de manière objective. C'est-à-dire que quand moi, je faisais de la cuisine, les gens venaient chez moi, ils adoraient: «C'est bon, c'est beau, ah, c'est génial, tu devrais en faire ton métier». Mais c'est des gens qui m'aiment, tu vois? Donc du coup, il y avait pas Ouais. cette notion, d'anonymat. Moi, je pense que c'est ça qui m'a excitée aussi, c'est d'aller titiller jusqu'où je pouvais aller et 11 ans après, j'ai envie de te dire que cette passion, grâce à cette professionnalisation, elle a explosé. Elle a été exponentielle et je pense que si j'avais gardé cette passion que les week-ends, les fêtes, les anniversaires, j'aurais été enfermée. Là, ça a été l'occasion vraiment de la révéler et de la faire rayonner, en fait et de la faire prospérer pour en faire, mon métier qui me permet de payer mes factures, quoi. C'est top. Du coup, dès 2013, c'est ça? Décembre 2013, tu t'es inscrite, ça y est, ton activité est lancée. Tu trouves tes premiers clients comment? Parce que un restaurant, c'est plutôt facile. Tu as un pas de porte, tu fais deux trois annonces sur le journal local, les gens parlent de toi automatiquement. Toi, tu n'as à peu près, rien. Heu, comment tu trouves ton premier client? Alors là, pour le coup, j'ai senti qu'il fallait quand même que je me fasse accompagner. Donc j'ai tapé à la porte d'une agence de référencement de chefs à domicile qui mettait en lien les clients et les chefs. Donc toi, c'est une plateforme, tu t'inscris, machin, eux, ils te donnent les clients, oui, les menus, ils prennent une com et puis c'est comme ça que ça se passe. Ça s'appelait La Belle Assiette
très drôle. Elle a fermé l'année de mes 10 ans. Donc voilà, Ouais. elle s'était créée en 2013, elle a fermé en 2023. Et donc j'ai fait en fait mon premier dîner test en mars 2024. C'est pour ça que pour moi, mon vrai anniversaire, c'est en mars 2024 et que là, en mars 2014, donc en mars 2025, j'ai fêté mes 11 ans. En fait, je suis allée les voir en leur disant, bah pareil, j'ai pas de formation, j'ai rien, est-ce que je peux quand même rentrer? Oui, tu rigoles, mais c'est ça. Ouais, Une blague. Et en fait, ils m'ont dit: «En fait, nous, on s'en fout, tu vas passer un dîner test pour voir comment tu es en cuisine, les assiettes que tu sors, le sourire que tu offres». Voilà, donc ils étaient 8, il y avait des cofondateurs, il y avait des blogueurs, il y avait des gens très gourmets. Et là, en fait, ce soir-là, donc ce 25 mars 2014, quand je suis partie de la maison pour aller dans le 7e arrondissement, c'était juste à côté de la Tour Eiffel, un très bel, appartement, voilà. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Quand j'étais en bas avec mes glacières, mes trucs, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Et en fait, je suis arrivée et ça a été très naturel. J'ai senti que j'étais portée par quelque chose et ils m'ont dit: «Bah, on adore, tu vas être en mode plus, voilà, offre premium». J'ai bossé avec eux, du coup, pendant 2 ans. Donc ça me permettait, tu vois, de me faire connaître. Après, j'aime pas le côté, oui, je prends les clients sur la plateforme, c'est pas ça du tout parce que je continue à respecter la plateforme et quand les clients me disent: «On passe en direct», je dis: «Non, on passe par la plateforme». Mais du coup, ça m'a permis d'acquérir une sorte de légitimité parce qu'elle est quand même compliquée, ce syndrome de l'imposteur. On pourra en reparler, mais je crois que je l'ai, fois 1000. Et en fait, ça m'a permis de dynamiser cette passion, d'enclencher, tu vois, cet élan de la création et à partir de, voilà, 2 ans et demi, 3 ans, donc il y a grosso modo 7 ans, je me suis dit: «Bah, OK, là, je vais aller chercher mes clients, je vais aller réseauter, je vais faire de la communication, je vais publier, je vais aller chercher de l'argent, quoi». ouais, Donc ça a été effectivement. progrès là, pour le coup, j'ai pas fait du jour au lendemain parce que tu peux pas sortir ex nihilo, tu vois, dans un métier qui est un milieu qui est très, très académique, hein. Donc il faut avoir des bases, il faut avoir des jalons, il faut avoir des choses sur lesquelles tu peux parler, des expériences pour après dire: «OK, j'y vais toute seule». Mais ça m'a pris, ouais, grosso modo, on va dire 3 années. 3 années et pendant ces 3 années, tu as toujours combattu, enfin, tu es toujours allé, au-devant, de tes nouveaux clients en disant: «Je vais y arriver, je vais leur procurer la meilleure expérience culinaire de leur vie», et toujours avec passion et sans crainte à chaque fois. À chaque fois. Alors sans crainte, mais avec beaucoup de trac. C'est pas la même chose, Oui. et d'ailleurs même encore aujourd'hui, tu vois, demain, j'ai 3 prestations, je vais y aller, j'ai eu la cliente là tout à l'heure, je sais qu'elle est déjà fan, ça fait plusieurs fois qu'elle fait appel à moi, mais je veux vraiment le truc hyper millimétré, hyper parfait, hyper réfléchi, hyper mûri, hyper cadré. Donc quand je partirai, je me dirai: «OK, j'espère que j'ai rien oublié». Quand j'arriverai dans sa cuisine, voilà, il faut que je fasse un super dressage. J'ai peur que le truc au dans le four, mais je pense que le trac, c'est tous les artistes qui montent sur scène parce que finalement, je monte sur scène, en fait. Mmh. À un moment ou à un autre, je fais, j'aime pas dire ça, mais un peu le show, tu vois? Les gens me veulent aussi moi, pour ce que j'incarne, pour cette passion. En fait, je mets en scène ma passion, voilà. Tu vois, tu arrives à me faire dire des trucs, c'est vachement bien. Je mets en scène ma passion, donc ce trac-là, il est là parce que les gens me payent pour avoir cette expérience et ce souvenir, en fait. Mais moi, c'est hyper intéressant d'avoir ce lien avec mes clients que des restaurateurs n'ont pas finalement, Oui, parce qu'ils sont des restaurateurs ou des chefs, parce que tu as et le restaurateur et le chef parfois, que les chefs n'ont pas. Tu vois, moi, je vais très souvent dans les restos, les chefs, ils sont cachés dans leur cuisine. bien sûr, oui, Donc ils ont même pas les tous des cuisines ouvertes, hein. voilà, et même Et si c'est des cuisines ouvertes, tu les vois, mais tu as pas l'échange. Moi, quand je vais mmh, chez les clients, déjà plein de fois, ils viennent dans la cuisine. Plein de fois, ils me demandent même à créer avec moi. Ouais, voilà, les gamins, ils viennent: «Madame, on peut faire la petite verrine, on peut emmener la verrine». Enfin, tu vois, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'amour. C'est un peu naïf de dire ça, mais c'est beaucoup d'amour, de l'humain. C'est du lien, en fait, et moi, ça, je ne l'aurais jamais dans un restaurant et je pense que c'est ça qui me frustrerait de dingue. Et à l'inverse, des chefs ne veulent pas ça. Moi, j'ai pendant le confinement, il y a des chefs qui se sont dit: «OK, on va faire comme Virginie, ça marche. On sort de notre resto» parce qu'il y a plus de resto. «On sort de notre resto, on va faire comme Virginie, on va aller», et en fait, ils m'ont dit: «Mais ça me gonfle». Ça me mmh, gonfle parce qu'il faut parler aux gens. Moi, quand je suis en cuisine, les gens, ils sont là, ils me posent bien plein de sûr. questions, mais en même temps, tu vas être concentré sur tes Saint-Jacques, sur ton magret, sur ta sauce, faut pas que ça bout ta purée, il faut pas qu'elle brûle, tu vois? Et il faut avoir l'humain. Et tu as des chefs, aussi talentueux soient-ils, ils sont hyper timides et ils sont bien cachés dans leur cuisine. Donc dans les étoilés,
Ils viennent à la fin: «Oui, c'était bien», mais toi, tu es dans la salle, tu vas pas dire: «Non, c'était nul». Enfin, tu vois, C'est compliqué, oui, c'est effectivement. compliqué, d'avoir envie de voilà, tandis que moi, à la fin, voilà, ils peuvent venir: «Bah oui, ça c'était» je pense que l'échange, il est différent, mais c'est Ouais. lié à la personnalité et Ouais, moi, j'ai une forcément. personnalité très ouverte et chaleureuse, voilà, que je sur laquelle je renierai jamais, en fait. Mais tu fais bien et du coup, tu me dis qu'en fait, finalement, c'est un show. Est-ce que, tu te prépares comme un artiste, un chanteur? J'ai discuté avec Magali qui se prépare à chaque, expression en tout cas. Est-ce que tu mets, je sais pas, la toque, du cuisinier, les vêtements du cuisinier, que ça devient un rite pour toi, pour t'encourager à réussir et que tu rentres dans le personnage? Alors toc, j'aime pas du tout. Je comprends. Parce que pour moi, toc, c'est trop old school. Voilà, c'est trop, moi, j'ai besoin de modernité. Après, bien sûr que j'ai ma veste, mon tablier, bien sûr qu'on a quelque chose qui est, du rite, enfin voilà, de la notion de tradition, de la notion d'incarnation. Oui, c'est sûr que, j'ai besoin effectivement d'avoir cet habit-là pour me sentir pleinement chef. Après, je garde ma personnalité, je garde ma fantaisie, je garde, ma folie aussi, tout en étant extrêmement professionnelle et rigoureuse et concentrée, parce que c'est quand même quelque chose où il faut énormément de concentration. Oui. Je dis là, je suis un peu faux-folle, mais à l'instant T, il faut que tu envoies des belles assiettes, il faut que tu envoies, de la saveur, il faut que tu assaisonnes bien. Donc il y a des moments, en fait, où tu dois être vraiment dans le jus, et dans le flow, en fait, tu vois? Dans ce flow de l'artiste, de l'inspiration. Moi, c'est le moment d'ailleurs que j'adore et ça, il faut pas qu'on me le fasse louper. Donc quand les gens arrivent, même s'ils sont hyper pipelettes: «Ouais, voilà, on a envie de discuter, c'est quoi votre parcours?» Non, à la rigueur, on fait ça plus tard. Et dans ces cas-là, ils m'invitent à l'apéritif. Ils disent: «Voilà, vous lancez l'apéritif, je pose des pièces apéritives, ils me servent une coupe de champagne et pendant 10 minutes, on discute de ça et après je repars en cuisine». Excellent. Et ça, c'est des moments pour moi qui sont, immensément précieux et même pour eux. Donc l'échange, il est très, très vibratoire, en fait. Ouais, effectivement et hyper intéressant, j'ai jamais fait appel à une chef ou un chef, à domicile, mais tu me donnes tellement envie de le faire là, je vais chercher. Mais si, c'est vrai, j'ai envie. Alors je me dis, j'écoutais ce que tu faisais, donc tu es à domicile, tu t'occupes, de tu amènes du matériel à toi, de la nourriture que tu as présélectionnée en fonction, j'imagine, des goûts et des envies, des allergies des gens, évidemment. Hem, mais pour faire tout ça, tu es toute seule? Enfin non, tu m'as dit que tu n'étais pas tout seul. Tu as un boucher, tu as un charcutier, tu as Ah un bah, j'ai tous poissonnier, les enfin artisans parce que moi, je suis pas une agricultrice, hein. Moi, je fais rien. ah ouais, tu fais rien, bah, bravo et quand tu arrives chez les gens, au départ dans tes 3 premières années, tu es toute seule ou tu es déjà accompagnée de quelqu'un? Non, Puisque tu alors m'as parlé d'un maître d'hôtel. non, Heu, j'étais toute seule. En fait, j'étais ouais, toute seule. Là, tu vois, dans les questions, tu m'as posé la question de mon mari Guillaume. Donc moi, oui, Guillaume, il m'a rejoint au bout de 2 ans. Mais il m'a rejoint en coulisses. Il m'a rejoint dans l'ombre. Il m'a rejoint, pour gérer la logistique, pour gérer les courses, pour gérer la préparation, mais après, c'est moi qui faisais toutes les prestations toute seule. Et c'est vrai que, d'envoyer 15 personnes toute seule, c'est compliqué. Et la fatigue fait que, je me suis dit: «Moi déjà personnellement, j'ai besoin d'être accompagnée» et puis après pour la qualité du service, au fur et à mesure, j'ai eu une équipe. Donc là, j'ai 4 collaborateurs en cuisine qui viennent avec moi en cuisine, donc en plus de Guillaume qui vient aussi m'accompagner sur des prestats. J'ai 3 maîtres d'hôtel, voilà, que je fais tourner, qui sont des prestataires un peu freelance, tu vois? C'est pas du tout des salariés. d'accord. Typiquement, tu vois, là, on est booké pour le 11 octobre pour un mariage pour 70 personnes. Bah, après notre podcast, je vais appeler mon équipe en disant: «Voilà, toi, je te book, toi, je te book, toi, je te book, et voilà et je gère et ce sera à telle heure et tu arriveras à telle heure et tu feras ça et le menu, c'est ça» et cetera. Et en fait, D'accord. quand j'ai des gens comme ça avec moi, ça me rassure. Ça me libère aussi une charge physique parce que mine de rien, c'est quand même immensément fatigant et immensément stressant. Et que du coup, ça me laisse aussi du temps pour être avec les clients. Parce que les clients, ils ont besoin de me voir. Ils ont besoin d'être avec moi. Là, tu vois, j'ai cuisiné ce matin, j'ai envoyé des photos à ma cliente de demain en disant: «Voilà, ça se prépare, J-1 et cetera» et donc elle m'attend, en fait, elle est hyper contente et demain, je serai avec mon mari, mais en même temps, bah, lui, il sera en cuisine, il finalisera les choses et moi, je serai avec elle, je ferai un peu, ma VRT, en fait, tu vois? Le Oui, bien sûr. commercial, d'expliquer, voilà, les recettes, on a fait ça, 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 bah, là, vous avez ça, 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 bah, oui, depuis combien de temps? Voilà, puis les gens, ils ont envie de discuter parce que tu es un peu un électron,
libre et puis tu es quelqu'un de nouveau aussi dans le groupe. Donc, bah, parfois, ils aiment bien interagir et je sais que eux, ça fait 2 fois que je vais chez eux, donc on va interagir. On aura la petite coupe, on aura le petit verre de vin, on aura et ça, je trouve que ça me remplit. Donc ça me stresse parce que c'est beaucoup d'orgas. J'en ai 3 des prestats demain, donc c'est fatigant. Mais en même temps, le retour qu'on a, il est, décuplé, décuplé. Donc la reconnaissance et la gratification et de se dire que quand je me couche là, demain soir, je vais me coucher, je vais être crevée, vraiment. Je sais pourquoi je fais tout ça, en fait. Et les gens en face le reçoivent et je crois que ça n'a pas de prix. D'accord et du coup, j'ai trop de questions qui arrivent, genre je pourrais pas toutes les poser. Non, mais c'est très bien. 2 questions, comment, tu as tes équipes, ta brigade, tu t'es formé une brigade alors que bon, en soi, tu as pas de restaurant, tu as pas de brigade, enfin, c'est dans l'esprit que moi j'ai, mais finalement, tu t'es formé ta brigade que tu amènes avec toi. Du coup, là, tu as une casquette de recruteuse, de RH à ce moment-là. Comment on recrute des gens? Et c'est encore plus compliqué, à mon sens, parce qu'ils sont, ben, je peux pas les Attends, juger je sur, note parce que ça, c'est hyper intéressant. Je pense que je vais faire un post là-dessus. mais écoute, tant mieux. Mmh. Mais, je trouve ça, comment tu fais pour recruter ces gens en te disant: «Je n'ai pas de point de repère sur un outil, sur un appareil». Le four, c'est un four, lambda. Est-ce qu'en amont, tu les fais venir chez toi? Tu as peut-être un local, que tu non, bon, OK, tu les fais venir à la cuisine, chez toi, tu dis: «Bon, bah, tiens, fais-moi au saumon, aux olives» et comment on fait? Comment on fait? Alors, c'est une vraie question. Après, c'est des rencontres. Il s'avère que je travaille beaucoup avec Éléonore. Éléonore, je la connais depuis 4 ans et demi. On s'est rencontrés, dans un réseau, elle me dit, voilà, elle fait de la cuisine et puis du coup, je dis: «Bah, tiens, j'ai besoin de bras», en fait, parce qu'en fait, ma brigade, c'est des bras, essentiellement, tu vois? Quand j'ai, mes petites pièces cocktail avec toutes mes conneries à mettre au-dessus, ma petite fleur et mon petit truc machin, c'est des bras. Là, tu vois, j'ai fait une presta pour 180 personnes, il y avait 7 pièces cocktail, on a envoyé, plus de 1000 pièces. On était 5 parce qu'en fait, tout était en poche et je leur ai dit: «Voilà, vous mettez ça, vous mettez ça, vous mettez ça», toute la compo et après hop, ils font, tu vois? Ouais. Et après, j'ai Thomas, mon maître d'hôtel, qui est venu me chercher. Il m'a dit: «Voilà, j'ai envie de travailler avec un chef ad hoc». Lui, il a une équipe aussi de maîtres d'hôtel, donc quand j'ai besoin de 2 ou 3 maîtres d'hôtel, c'est lui qui va me le chercher. Et là, j'ai Johan qui nous a rejoint aussi parce que, bah, il est venu me chercher en me disant: «Voilà, j'ai envie de mission, je travaille au restaurant, ça me gonfle, j'ai envie de lancer ma boîte, je suis auto-entrepreneur, j'ai besoin de bosser». En fait, c'est la confiance. Le point de départ, c'est la confiance. Je ne les teste jamais in situ, c'est quand je discute avec eux. Voilà. OK. En l'occurrence, Johan, il m'appelle, on a fait 30 minutes et puis je lui dis: «Écoute, j'aimerais que tu me parles de ta relation». Je m'en tape de ce qu'il a fait, dans quelle maison il a été, le diplôme qu'il a, je m'en tape. Mais comme mes clients, ils s'en tapent, hein. Moi, ils savent très bien que je suis autodidacte, hein. Mais lui, il m'a parlé de sa relation à la cuisine. Je lui ai dit: «Écoute, tu m'envoies, voilà 20 lignes sur ta relation à la cuisine» et du coup, bah, il m'a parlé de sa Madeleine de Proust, il m'a parlé de ses expériences avec ses enfants, il m'a parlé, voilà, tu vois? Et des choses hyper émotionnelles et j'ai dit: «OK, lui, j'adore». Après, il fallait que je le voie en termes, efficaces. C'est même pas en Bien termes sûr, techniques, c'est efficace, tu vois? S'il est efficacité, ouais. rapide, c'est parce que nous, là, je suis là en mode, chill, mais enfin, moi, tu me vois en presta, je suis une bombe. Tu vois? Il y a tout Oui, dans tous les sens. ça m'étonne pas Et trop. en fait, on l'a testé une fois en presta et avec Guillaume, mon mari, on a dit: «OK, bon, on l'adore». Thomas, il est à la fois dans le service avec son costard cravate et en même temps, il peut être en cuisine pour nous aider à dresser. Éléonore, elle est toute choupie, mais elle est là en mode vaisselle, plongeur, réassort et cetera et en fait, voilà, j'ai maintenant mon équipe maintenant depuis 1 an et demi, j'ai également une assistante. Ça peut-être on en discutera, mais j'ai une assistante qui gère l'interface avec mes clients et c'est vrai que c'est cool et pour moi, c'est hyper rassurant. Donc oui, c'est une évolution dont je suis très fière, tu vois? Le fait de t'en parler, je suis hyper fière d'avoir mon équipe, d'avoir un peu comme si c'était une agence. En fait, plein de gens me disent: «Ouais, un jour, toi, tu vas créer une agence événementielle». Peut-être, je sais pas. Mais d'avoir des gens, tu vois? Le truc des 180 personnes, c'est tout bête, mais j'avais donc les 3 personnes, j'avais Éléonore, Thomas et Johan. On est arrivé en voiture avec Guillaume, c'était, au siège de BNP Paribas, donc c'est quand même un truc assez institutionnel. On arrive à 9h20, j'avais convoqué tout le monde à 9h30, on se gare devant, ils étaient tous là à 9h20, les 3. Ouais. Donc ils nous ont aidés à décharger et là, je me dis: «Voilà, c'est la confiance, c'est la rigueur, c'est l'engagement, c'est le professionnalisme, la ponctualité».
Et en fait, ces mecs-là, Éléonore, je peux leur confier d'ailleurs, c'est même arrivé où j'ai des doublons, donc Guillaume fait un truc avec Thomas, moi je fais un truc avec Éléonore et je mets quelqu'un qui fait un truc avec un autre truc, avec une autre personne. Donc Oui. maintenant ça tourne parce qu'ils savent un peu mon exigence et c'est vrai que c'est Donc chouette. tous des freelances que tu engages, finalement, si l'avantage pour toi, c'est que si tu as pas de mission, de contrat, tu as pas de charge qui pèse sur tes épaules, vu que tu as pas de loyer pour un restaurant non plus, donc c'est plus serein peut-être pour toi au niveau financier d'avoir, ces personnalités-là? Complètement, complètement et je trouve que quand c'est des gens qui sont indépendants, ils savent qu'ils ne peuvent pas compter que sur moi parce que, tu vois, ça peut être, 3-4 missions dans le mois, tu vois? Donc c'est pas ça qui fait non plus un énorme salaire parce Mmh. qu'on est sur des vacations, tu vois, de 4 heures, donc c'est pas énorme. Tandis que des salariés, il y a un engagement ou un non-engagement. Le fait qu'ils savent qu'ils vont être payés à la fin du mois pour, ce qu'ils vont faire, c'est difficile. Dans la resto, tu sais, aujourd'hui, c'est très compliqué de recruter. Les gens veulent plus bosser. Bon, j'ai pas envie de faire le coup de gueule, mais c'est ça. Là, au moins eux, bah, ils accumulent les contrats et en fait, à chaque contrat ou c'est des contrats de 200 balles, tu vois? Moi, je les paye, 200-250 balles pour une presta, tu vois? C'est pas énorme. Donc s'ils en ont, 4, ça fait 800 balles. Pas avec ça qu'ils C'est pas vivent. bien. Donc ils sont obligés d'aller chercher ailleurs et donc du coup, bah, pour moi, comme ils veulent me garder, ils veulent me satisfaire pour que je leur redonne d'autres missions et donc bah, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Donc j'ai C'est rien top. à dire. Mais oui, mais comme ça, oui, ils donnent leur meilleur puisque c'est leur travail, c'est leur métier, c'est leur entreprise aussi qu'ils mettent en avant à chaque fois forcément. Hem Autre question qui m'est venue, je vais ja l'épisode il va durer 8 heures, je suis désolé. Autre question qui m'est venue, heu, c'est, comment, heu, donc la prestation, elle se passe, forcément le temps d'un repas, donc tu viens de le dire 9h20 la préparation, mais est-ce qu'en amont encore tu prépares quelque chose? Tu m'as parlé de tes poches. Est-ce que tes poches sont faites avant? Elles sont mises dans une glacière? J'imagine des trucs de fou, hein. Mais donc en fait, tu as beaucoup, beaucoup de travail. Ta prestation, elle est peut-être «courte» entre guillemets, 2, 3, 4, 5 heures, je sais pas. Par contre, Évidemment. comment ça se produit? La prestation, en fait, elle commence quand le client m'envoie sa proposition, qui me dit: «Voilà, je veux organiser les 50 ans de ma femme». OK. À partir de là, hop, ça part chez Cécile, mon assistante, qui l'appelle et qui lui demande, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas. Ses allergies, ses voyages qui l'ont marqué, des restaurants qui l'ont marqué. Hop, clac, Cécile, elle m'envoie du coup le dossier et là, à ce moment-là, moi, je crée le devis, le menu sur mesure. Le menu sur mesure. Moi, j'ai pas de carte standardisée. Oui, je travaille avec la saison. Oui, j'ai des trucs qui me font kiffer, des associations, etc. Voilà. Et après, une fois que j'envoie ça au client, le client, il valide, il me dit OK. Là, je crée toute ma fiche de travail avec le menu, voilà, et je fais un rétro-planning de ce que j'achète en sec, en frais, en archi-frais. Tu vois? Là, par exemple, j'ai fait un tiramisu à la fraise. Bon, bah, les biscuits cuillères, c'est bon. Le mascarpone, c'est bon. Par contre, les fraises, on a été les chercher ce matin pour le faire tout Ouais, à l'heure. Enfin, donc là, il y a tout le rétro-planning. Et puis après, typiquement, pour un repas du soir, bah, pour 20h, on arrive à 17h, tu vois? 17h, donc là, oui, les chantilly sont préparés, les sauces sont préparées, les bases de gâteaux sont préparées, les brunoises sont déjà coupées. Ça dépend, tu vois, ça dépend du menu. Et puis, bah, après, il y a des choses que je fais sur place et les gens adorent, en fait. Ils adorent aussi voir, que c'est du maison, que c'est pas, déjà préparé. Il y a des choses que je fais flamber sur place, il y a des choses que je cuis sur place. Donc du coup, il y a les odeurs, tu vois bien sûr. aussi. Donc ça, c'est top, ils adorent. Donc après, le repas commence à 20h, apéritif 20h, pièce cocktail. Puis après, j'enchaîne entrée, plat, dessert. Je fais la vaisselle, je fais le rangement et quand je pars à 23h, grosso modo, j'ai mis les torchons, dans le lave-linge et je pars OK, et je décaisse et du coup après je rentre à la maison et j'ai toutes mes caisses à laver, à ranger, donc oui, c'est énormément de temps. Mais si je facturais vraiment autant, personne paierait. c'est ce que j'allais dire justement, j'allais en venir là. Ça doit coûter une fortune tout ce temps, la brigade que tu amènes avec toi, parce que comme tu l'as dit, même si tu les payes pas assez à ton sens, tu aimerais, j'imagine, les payer, 100 fois plus et ils seraient tellement contents de pouvoir gagner plus. Mais comment, à un moment donné, donc tu crées une structure, tu commences, tu ne je vais être méchant peut-être, mais tu ne connais rien finalement au chef à domicile à part ce que tu imagines dans ton subconscient. Et comment tu viens à dire bon bah ma prestation elle coûtera X euros, alors sans C'est dévoiler très tes dur. tarifs.
C'est très, c'est très dur. impossible. C'est très, très dur. Le rapport à l'argent, il est très dur. Hem, le point incompressible, c'est déjà maintenant, mon équipe, je la facture à part. D'accord? Donc, le client, il sait que, voilà, moi, par exemple, je prends un maître d'hôtel ou quelqu'un avec moi à partir de 10 personnes. S'ils sont 30, il sait qu'il y en aura 2 plus moi, tu vois? Donc ça, OK, c'est bon, ça bouge pas. Après, bah, il y a les courses. Les courses, ça, c'est sûr, en fonction du menu, je sais combien, grosso modo, je vais dépenser, dans les denrées et après, bah, moi, j'ai besoin de marger quand même parce que j'ai besoin de Petit peu gagner ma quand même, vie, hein. J'ai un tout petit peu. appartement, j'ai une fille, il faut que tout ça, ça fonctionne, tu vois? Bon, donc j'essaye de marger, moi, voilà, sans secret, moi, je marge à 3, ce qui est 3, 3,5, tu vois? Mais parce que j'ai une partie pour mes courses, mes charges et puis, bah, pour moi, en fait, pour moi, enfin, en tout cas, pour la structure et donc c'est compliqué. Ça a été toujours compliqué de fixer mes tarifs parce que justement, moi, je suis beaucoup dans l'émotion. Je suis pas une chef d'entreprise dans le marketing, dans le commercial. Ça, tu vois, moi, j'ai pas fait d'école de commerce, mais j'essaye d'être pragmatique en me disant: «Voilà, j'ai besoin de temps, donc du coup, bah, je calcule comme ça». Et c'est vrai que, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure et j'ai augmenté mes tarifs au fur et à mesure, en fait, en fonction des clients. Clairement, qui me disaient: «Mais attends, là, par rapport à ce que tu nous as donné, tu as surdélivré, mais plus cher». Et au fur et à mesure, comme là, je commence à être médiatisée, je commence à faire pas mal de choses, on me voit beaucoup, donc on me veut moi parce que je fais plein de choses. Et bah, du coup, les gens m'ont dit: «Bah, attends, on te veut toi, donc si on te veut toi, bah, tu vas faire un peu plus cher». Mais c'est difficile, ça fait très prétentieux, machin, mais en même temps, voilà, c'est ça et donc j'ai 2 formats. J'ai un format où les gens payent pour que ce soit moi et puis, bah, après, il y a des gens qui payent pour que ce soit Guillaume avec Éléonore, Guillaume et Thomas et par contre, c'est moi qui fais tout le back office. Moi qui fais le menu, c'est moi qui fais la prod, c'est moi qui fais toute l'architecture, mais le soir, c'est pas moi. Je suis ici avec ma fille, ou je suis ailleurs, je suis en relations publiques ou juste je dors, en fait, parce que Ah c'est oui, utile. tu te reposes. C'est Je me utile, hein. repose. Mais voilà, mais c'est ça aussi, c'est un vrai cheminement. Un cheminement intellectuel et ça, tu vois, c'est intéressant d'en parler parce que les gens, justement, qui professionnalisent leur passion, ça, je crois que c'est un vrai écueil Ouais, et moi on a du perso, mal. Mmh. je ne saurais pas facturer une prestation. Alors il y a ce que j'idéalise, hein. Moi, je voudrais facturer, 10 000 € de l'heure, hein, il y a pas de problème. Bah, moi, je suis à Bon 12 000 personne de ah bon? l'heure, Oh merde! Bon, bah, hors taxe, j'ai encore de la hors marge. taxe. Hors taxe, j'ai encore un peu de marge, c'est bien et mais tu vois, c'est hyper compliqué avec, le potentiel, perte de clients parce qu'on on surfacture par rapport à la moyenne. Toi, tu as l'avantage avec ton expérience, ton expertise à pouvoir peut-être monter d'un cran parce que, ben, oui, on te veut toi donc ben, tu peux pas être partout à la fois donc à un moment, il faut donner un petit peu plus, et oui, c'est très, très compliqué. Tu aurais un conseil donc le conseil que j'entends que tu m'as donné, c'est finalement écoute tes clients, c'est eux qui vont te demander, de changer tes prix, mais ils te le disent comme ça. Ils disent, Ah «Oh, beh, je sais pas, c'est complètement, cher». Ah complètement. bon? Ils me disent, bah, par rapport à la prestation que tu as faite, franchement, je m'attendais à plus. En fait, OK. quand je leur donne un prix, ils me disent: «Bon, OK, c'est le prix». Mais post-prestation, ils disent par rapport à ce que tu as fait, comment étaient les assiettes, les produits, ta chaleur, ton accompagnement, parce que moi je viens pas juste, comme je t'ai dit, je fais des photos avant, j'envoie le petit message, je vous rappelle que je serai là à 12h30, pensez à faire ça, ça. Tu vois? Je les accompagne, même après, je prends des photos, j'envoie des photos, je leur dis: «Voilà, merci pour le souvenir, ta, ta, ta». Tu vois? Donc c'est quand même je surdélivre et donc les gens me disent: «Bah, par rapport à tout ça, c'est pas cher». Donc du coup, Ouais. bah, tu vois, je réajuste et puis après moi je l'ai pas fait, mais c'est de pouvoir se faire accompagner. Voilà, de pouvoir se faire accompagner par, tous ces coachs, business qui existent. Alors après tu as de tout, hein, mais un vrai coach business qui connaît ton métier, tes valeurs, ta philosophie, tes compétences, ta valeur ajoutée. Moi, il s'avère que là, en ce moment, je suis accompagnée par, un coach business et ça change tout, en fait. Ça change tout parce il te montre que ce que tu vaux, c'est beaucoup et que si les gens ne peuvent pas pour des raisons financières, c'est normal. Je veux dire, c'est cher, OK. Mais par contre, ton temps, il est valorisé et moi, j'ai évolué par rapport à ça parce qu'il y a plein de gens qui me disaient: «Oui, mais voilà, bah, tu peux me faire un truc pour 200 balles». Ouais, voilà, on est 40, tu me fais un truc pour 200 balles. Mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Moi, j'ai du temps, j'ai ma créa, j'ai une expertise et surtout, j'ai mes 10 ans d'expérience et tu vois ça beaucoup sur les réseaux. En fait, les gens qui disent: «Ah oui, je fais un truc en 10 minutes». Mais en fait, c'est un truc en 10 minutes que j'ai acquis pendant 10 ans C'est ça. et c'est Tu payes ça que tu l'expérience. payes.
C'est évidemment. l'expérience et moi, je travaille avec beaucoup d'artisans, beaucoup de gens qui sont dans le savoir-faire, qui sont dans l'artisanat, qui sont dans les mains et ça se paye, en fait, parce que je ne suis pas, quelque chose, d'immatériel sur un ordi. Je décrédibilise pas tous ceux qui sont dans l'immatériel et dans le virtuel, mais en tout cas, moi, je vais faire des courses, je porte, c'est lourd, je coupe, je cuis, je porte, c'est lourd, je suis debout, c'est fatigant. Enfin, tu vois, tout ça, ça se paye aussi Et et les gens ont tu du me mal. disais ouais, tu me disais au début, j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est ça que tu m'as dit? Ça a pas l'air Oui, là comme ça, quand tu m'en parles. je travaille dessus, hein. Ah bah, je Mais je travaille les avec mes coach. coachs. Voilà, Bah oui, ouais, effectivement. Non, mais mais tu as bien sûr. totalement raison et c'est un conseil que j'entends beaucoup, hein, tu vois, je te disais, tu es, la 14e personne avec qui j'échange et tous me disent la même chose finalement, fais-toi confiance, ose les choses et mise sur toi, forme-toi et c'est ça, hein, c'est ce qui te permet en tout cas, enfin, c'est ce que tu le montres très bien. À 11 ans, tu as su évoluer, grandir et aujourd'hui, peut-être que je ne serai pas capable de payer ta prestation, mais en même temps, le jour où j'arriverai à 12 me la 000, hein. payer, Je peux te faire un prix si tu veux. c'est gentil. Non, je rigole. Heu, Aux gens qui m'écoutent, c'est pas 12 000 la prestation. c'est pas 12 000, c'est un petit peu plus et mais si l'avantage de ne pas pouvoir me payer ta prestation, me dit, potentiellement: «Je vais économiser pour me payer ta prestation». Je peux pas acheter une Rolex, mais le jour où je pourrais l'acheter, j'en serai encore plus satisfait, encore plus content et le prix, c'est aussi, ça représente pour moi, la réussite que j'ai de pouvoir me payer tes services, professionnellement parlant et donc c'est important. Enfin, je j'ai pas de Rolex malheureusement, j'ai loupé ma vie visiblement d'après un certain président, mais c'est pas grave, j'aime pas Rolex. Heu, je m'en suis fait une raison. Mais bah, toi, c'est hyper intéressant et il y en a beaucoup qui ont peur de perdre des clients et qui vont casser leur prix pour essayer d'avoir de la marge et bah, effectivement, hein. Si on revient enco Ouais. Si on revient très, très loin en arrière, du coup, il y a 11 ans, comment tu te lances? Parce que, moi, dans mon esprit, un chef, ça a des spatules, ça a des louches, ça a des chinois, ça a des machines dans tous les sens. C'est un coût tout ça. On a dit que ça avait pas énormément de coûts par rapport à un restaurant. Forcément, on n'a pas les murs. Mais, est-ce que tu as eu le droit, enfin, est-ce que tu as eu des aides ou tu as tout payé de ta poche? Oui, alors en fait, moi, je me suis rapprochée de l'ADI, qui est, L'a dit, oui. l'aide au développement et à l'initiative économique. Donc en fait, qui est un système de microcrédit pour les entrepreneurs, qui est canon et moi, je les ai vus sur un salon. En fait, bah, c'était début 2014, ouais, juste avant mon premier dîner et en fait, ils m'ont dit: «Bah, si tu voilà, si tu as besoin», je crois qu'ils allaient jusqu'à 7 500. Et en fait, là, c'était l'occasion d'avoir un truc tout con, mais l'ordi, l'imprimante, je me suis dit: «C'est l'occasion de voilà, de réinvestir dans des couteaux, d'avoir deux trois vestes de base, d'avoir tout un matos, une base, d'épices», bah, tu vois? Plein de choses, assez quali. Donc du coup, je suis passée par eux et après j'ai réenclenché des crédits, 2-3 fois et ce qui est d'ailleurs très dingue, c'est que du coup, je suis rentrée dans leur conseil d'administration, il y a 1 an et demi. Parce qu'ils m'ont dit: «Bah, on a vu comment tu as évolué. Nous, dans le conseil d'administration, il y a que des banques, voilà, sur les financiers. Ce serait bien d'avoir Normal. des entrepreneurs qui vivent, bah, les mêmes choses que nous on fait». Et c'est pour eux que j'ai fait le truc à BNP Paribas pour 180 personnes, le 8 avril dernier. Donc tu vois, le fait aussi, tu vois, de pérenniser, de réseauter. Donc ils m'ont beaucoup aidée et puis, bah, je suis passée que par là, en fait. J'ai même pas pris, j'ai peut-être fait un truc sur ma banque, mais de 5 000. J'avais pas besoin de temps. Après, ce qui est compliqué, c'est le fonds de roulement. Voilà. C'est, tu as des prestats, donc bah, comme je te disais, sur chaque prestat, bah, je peux prendre qu'un tiers. Tu vois, tout le reste, ça part, ça Mmh. part. Donc un tiers, donc sur une presta, même une presta de 1 000, tu te dis: «Bah 1 000 balles, bah, c'est quand même cher de lâcher 1 000 balles». Ouais, moi je récupère 350 en fait, tu vois? Ouais. Que 350. Donc pour arriver à avoir un salaire, bah, comme avant, j'avais un salaire de 1 008 net, parce que moi du coup je suis en entreprise. Donc quand je me verse un salaire, bah, j'ai 45 de charges. Donc si je veux 2 000 pour moi et ben, de ma boîte, je dois virer 2 000 plus 45. Donc je dois virer Un détail, 2 900. Tu vois? c'est Donc ça. voilà, donc à un moment, il y a aussi les chiffres qui font que, bah, pour avoir 2 900, bah, tu imagines combien je dois faire de prestats où je récupère que 300, plus après des gens que je paye. Donc Ouais. j'essaie de plus en plus aussi de faire de la pédagogie parce que les gens me voient comme quelqu'un qui réussit et je suis très contente, tu vois? Et ils pensent que je suis blindée de thunes. Pas Alors non, encore.
Eh bah, pas tout à fait. Pas encore. Je m'éclate. Je paye ce que je dois payer. J'arrive à avoir des restaurants de temps en temps pour, pouvoir me faire plaisir. Avec mon mari, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la bonne nourriture. Ma fille aussi adore manger, donc on est quali sur ça. Après, je pars pas en voyage, j'adore pas les fringues, les sacs Chanel, je m'en tape, voilà. Mais par contre, je pose, ma vie, en fait, tu vois? Je construis ma vie sur quelque chose qui est hyper précieux et je donne un exemple à ma fille qui a 16 ans et je trouve que c'est important aussi, cette transmission. Ouais. Oh, Non, mais c'est c'est le côté un peu sérieux, pardon. excuse-moi. Non, c'est bien, non, non, mais c'est vrai, c'est et comme l'a fait ton papa en aiguisant tes papilles peut-être avec des épices, des choses comme ça, tu fais la même chose en le montrant. Si tu la fais pas, bah, tu la fais manger, j'espère. Elle goûte tous Mais tes elle plats. travaille avec nous, hein. Là, elle est venue en Ah! presta avec nous. Elle a eu son petit billet, elle était super contente. Elle a poché les desserts, elle a fait la vaisselle, elle était au Eh beh, taquet. eh bah, c'est génial, donc tu lui donnes les premières marches, la première Le sens impulsion de pour peut-être l'effort, elle faire. Ouais, le sens de l'effort. Ouais, c'est c'est important. hyper important. Mmh. Du coup, tu crées ton entreprise, tu as créé quoi? Tu m'as dit une micro non, j'ai Alors, zou j'étais en micro-entreprise et maintenant je oui, suis en c'est ça. EURL. Mmh. OK, classique. Mmh. Et pourquoi Donc le simple. changement? Parce que tu gagnes Le trop, c'est changement, c'est ça? une question de TVA, en fait, parce que j'avais, Ouais. je commençais à, commencer à dépasser le seuil, de TVA et que sinon, ça allait être compliqué donc on est passé en Donc là, entreprise, mais voilà, avec tout ce que ça implique, hein, le comptable qui coûte cher, le salariat qui coûte cher, coucou voilà les tout. comptables. Voilà, donc du coup mais les comptables, ils sont, indispensables, hein. Je veux dire avec toutes mes notes de frais que j'ai, merci les comptables. Mais par contre, voilà, ça pérennise et puis ça te force aussi, tu vois, avec tous les coûts que ça engendre, bah, à aller te dépasser pour aller chercher des clients, quoi. Enfin, tu vois, on revient toujours à la même idée, cette dynamique, cette énergie d'aller chercher de l'argent, quoi. Ouais. C'est Et tu c'est la fais base. comment pour aller chercher cet argent aujourd'hui? Alors tu es de plus en plus en vue, je t'ai pas vu dans des magazines encore. Tu as fait quelques magazines, non? Pas encore? Bon, on va essayer de changer ça. Comment tu vas chercher tes clients? Alors moi, je t'ai vu, bah, évidemment, depuis qu'on m'a parlé de toi, forcément, je te vois partout. Tu sais, c'est comme, l'effet, je sais plus le nom de cet effet, mais je te vois partout, donc je me dis: «Bon, elle est hyper connue, je suis sûr que si j'allume TF1, elle y est aussi» et mais comment tu communiques sur quels canaux? Est-ce que, des spots radio, des LinkedIn, des posts, enfin, tu as parlé de Facebook, mais un petit peu rapidement, quels sont tes canaux préférés? Alors moi, mon vrai canal, c'est LinkedIn, clairement. Je suis effectivement présente sur Instagram et sur LinkedIn. Sur Instagram, j'ai ma petite Laura, coucou ma petite Laura, qui est ma social media manager et donc du coup qui, gère toute mon Insta. Tu vois? Juste avant toi, pareil, j'étais au téléphone avec elle pour gérer notre, calendrier édito, parce qu'Instagram, c'est autre chose que LinkedIn. Après LinkedIn, j'ai 31 000 personnes qui me suivent. C'est un réseau dont je suis immensément fière. Et ça, pour le coup, bah, pareil, juste avant de t'avoir, j'étais, voilà, j'ai toutes mes fiches et j'ai fait 4 posts LinkedIn programmés sur, différents aspects de mes actualités. Ça, c'est mon vrai canal de prospection parce que c'est mes clients, en fait. C'est des pas que des faut arrêter de dire c'est que des directeurs qui sont blindés de thunes, voilà, mais c'est des gens qui sont gourmets, qui sont curieux, qui aiment la bonne cuisine et il s'avère que pourquoi je sais très bien communiquer, c'est que je suis une ancienne professeure de lettres, que je maîtrise très bien le verbe et qu'en plus je suis passionnée, donc je suis capable d'exprimer pleinement ma passion et que, bah, du coup ça captive en fait les gens. Et Donc donc c'est énormément de temps par contre. oui, oui, j'imagine puisque Oui, j'essaye, avec Renaca, j'essaye, de poster je régulièrement. t'aiderai si tu veux. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Avec grand J'essaye de plaisir. poster régulièrement. C'est un temps, c'est impressionnant comme c'est compliqué. On voit que c'est un métier à part entière quasiment, une présence, régulière sur les réseaux. Alors LinkedIn est aussi mon réseau préféré. J'ai presque comme toi, à un chiffre près, le 3 devant. Mais, c'est tout à fait pareil. Non, même pas, non, c'est le tu le 3 moi, j'ai plus que les 100.
Un petit peu plus. Mais comment tu réussis à aller chercher justement via LinkedIn ou Insta, enfin c'est LinkedIn ton réseau principal, mais comment tu transformes ton post qui est aujourd'hui je vous parle de ma passion, tiens j'ai fait croiser la fraise et la menthe pour en faire un mets succulent, je sais pas, j'exagère exprès le trait, et comment tu transformes ce post en client derrière en fait. Mais parce que je l'associe à autre chose. Ce n'est pas que LinkedIn. Moi, en fait, je fais au là, on est sur un réseau virtuel, hein, qui est Mmh. pour moi hyper bienveillant, hyper, enrobant, qui me soutient beaucoup. Moi, je vais aller au à la rencontre des gens. Donc même si je suis très souvent en prestation, même si je suis très souvent en cuisine, je suis très souvent aussi dans les réunions networking, en vrai, en présentiel. Ça aussi, c'est du temps que je prends beaucoup, à tel point que maintenant je crée même mes propres soirées networking. Oui. Parce que c'est des soirées où justement c'est là où tu peux extérioriser ce que tu fais, être visible et être crédible. Donc moi, j'ai besoin que les gens me rencontrent en vrai pour que je pitch, pour que j'explique et c'est vrai que les 2 choses conjointes, il y a plein de gens d'ailleurs qui me suivent sur LinkedIn et qui après me rencontrent, mais si je te racontais, il y a plein de soirées où je vais, j'arrive, les gens me connaissent. «Ah, on te suit sur LinkedIn, on t'adore, on te C'est voit en génial. vrai, on est trop content, la photo, machin». Bon, ça me fait un peu peur parfois cette starification, mais c'est drôle. Et en fait, ils me disent: «Bah, ce que tu écris, en fait, dans ta communication, quand tu es avec nous, que tu parles, que tu racontes», bah, je fais pas mal de conférences aussi, je suis beaucoup sollicitée pour des conférences sur l'entrepreneuriat. Les gens me disent: «Bah, en fait, c'est la même chose». Bah, oui, parce que c'est moi qui écris, en fait, c'est moi qui écris, C'est c'est ça. moi qui Ouais. qui suis, hyper, animée par ce que je fais, donc il y a une cohérence. Donc bien sûr que je vais aussi au-devant des gens. Et puis après, je crée des collaborations, je crée des partenariats qui me rapportent rien à première vue, mais qui après en fait, si je devais donner un conseil, c'est faut faire plein de choses. C'est-à-dire, là, j'étais invitée à la CCI des Yvelines, OK, bah, après j'ai fait un post LinkedIn où j'étais à la CCI des Yvelines. Là, j'ai été contactée par un vigneron qui veut faire un shooting avec moi parce qu'il veut que je sois le chef référent qui fasse des accords mets et vins. Bah, après j'ai fait un post sur le shooting. Et du coup, en fait, LinkedIn, c'est l'instrument pour rendre visibles toutes mes actions. J'ai eu la chance d'être invitée, comme jury dans un championnat de France, de fromage de tête, par des charcutiers. OK, j'ai fait une super journée, bah, j'ai communiqué sur LinkedIn. Donc et après quand je fais des prestats, je communique sur LinkedIn. Donc Mais en mais fait, du il y a coup, pas il faut déjà les avoir toutes ces actions. Regarde, je commence, j'ai mon micro, j'ai toi en face de moi, comment, je mets en avant, bah, déjà tu mets en quelque chose avant déjà tu mets en avant tous ceux que tu as interviewés. bien sûr, OK. Après, bah, tu vas aller, dans des réseaux où tu vas dire que tu es podcasteur et tu peux aller chercher des gens, pour dire: «Voilà, bah, tiens, je te veux toi dans le podcast». Donc là, c'est Adeline qui nous a mis en lien et de dire: bien «Bah, sûr, OK, toi, je te veux en direct». C'est aussi pour ça que j'ai créé mon média podcast. Parce que grâce à mon média podcast, j'ai rencontré des gens dans la food qui sont venus dans mon studio, parce que du coup, je loue un studio, physique, qui sont venus dans mon studio qui ne seraient jamais venus si peut-être je les avais invités comme toi ou si je leur avais dit: «Je te paye un 3 étoiles». Je ne peux pas faire, mais voilà, pour avoir un moment avec toi, pour te rencontrer. Non, il y a un système qui fait que tu crées, en fait, une interaction humaine et moi, ça, je l'ai compris très vite, c'est que les gens adorent être connectés les uns aux autres et après bien sûr que ça prend du temps. Moi, j'ai plein de gens qui me disent: «Oui, j'aimerais avoir ce que tu as». Bah non, non, moi, ça a pris 10 ans aussi. Ça a pris bien sûr. On va dire que ça a pris pour que ça s'emballe bien, mais en ayant beaucoup de travail derrière, 6 ans, 5 ans, Oui, voilà. Bon moi après j'ai vécu le Covid, donc du coup le Covid, ça a été tout ralenti, dépression de ouf et du coup, bah, après je me suis dit: «OK, soit le Covid je m'éteins», plein de gens, hein, se sont éteints, hein, pendant le Covid et j'arrête et je me remets prof, soit justement c'est pleine balle. Et là où j'ai décidé de faire pleine balle et donc du coup, j'ai écrit un bouquin, le bouquin a été primé, je suis partie en Suède, j'ai parlé de ça et cetera et du coup, bah, après, j'ai créé une sorte de petite, voilà, de petite effervescence autour de moi, mais parce que j'ai jamais lâché, en fait. J'ai envie de dire: «Faut jamais lâcher». Faut toujours être dans l'élan, faut toujours être vers l'autre, faut toujours être à l'écoute des opportunités, faut
pas se dire: «Ah, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est à 30 minutes, parce que je suis fatiguée». Alors bien sûr qu'il y a des moments où je suis fatiguée, il y a des moments où je dis non, mais en fait, c'est une routine et c'est un cercle vertueux. Les gens voient que tu es près d'eux. Les gens voient que tu aimes ce que tu fais. Les gens voient que tu es dynamique. Les gens voient que tu es dans l'action, donc ils sont attirés par toi. OK. C'est ça, le succès, en fait. Travailler son réseau finalement. Énormément. Mais attends, OK, quand je peux lire ce que tu as écrit parce que pour le réseau, vas-y. j'ai adoré cette phrase qui disait: «Votre réseau, c'est le fil d'Ariane qui vous guide dans le labyrinthe de l'entrepreneuriat». J'ai mis un cœur à côté. J'ai adoré ça. Mais je Parce te que l'offre. c'est gentil. Parce que le réseau, pour moi, c'est la base de tout. Vraiment. Et je sais que mon succès, je l'ai pour, OK, ma personnalité, mon talent, ma passion, mais que j'ai un vrai réseau. Et après, tu parlais, on va peut-être pas pouvoir en parler, mais des mentors, des gens qui t'accompagnent. Ça aussi, c'est important. Mais en fait, faut sortir. Faut sortir, faut aller au devant du monde, pour justement dire: «J'ai besoin qu'on me voie parce que ce que j'ai à vous offrir, c'est quelque chose de beau et donc venez avec moi, rejoignez-moi dans mon univers». C'est ça. C'est top, ouais, effectivement, c'est important. Tous me l'ont dit, toutes et tous ceux que j'ai, rencontrés m'ont tous parlé du réseautage à différents niveaux, différentes échelles, et j'en ai, perso, je suis un timide introverti, et du coup, et voilà, et du coup, aller, alors discuter comme ça, face à face, via une caméra interposée, c'est facile. Par contre, dans une foule, aller, au devant d'une personne, ne pas savoir quoi lui dire, comment s'introduire. Alors j'ai Inès Cabane qui m'a expliqué, la semaine dernière, j'ai enregistré avec elle un épisode exceptionnel à écouter aussi, qui a une force de caractère, qui est tombée, 12 fois, qui a créé 12 entreprises, enfin bref, et qui me dit: «Bah, en fait, tu as juste à leur parler d'eux et c'est tout. Alors c'est toujours simple à dire, et je vais y aller, je vais essayer, mais c'est Et dur. surtout, c'est une gymnastique. Vraiment, ça faut pas l'oublier. C'est-à-dire que moi, faut pas oublier quand même que je suis une prof. J'ai jamais eu ces codes-là. Je suis une prof, j'avais ma classe, j'avais mes réunions de parents d'élèves et j'avais mes copies. Voilà, donc ma Oui, routine du week-end, je vois mes potes, stop, tu vois? Et d'un coup, d'un seul, je me suis mis dans la gastronomie, je me suis mis dans l'entrepreneuriat, je me suis mis dans la communication. Alors parce que j'avais une appétence. En fait, faut être curieux. Faut être curieux de l'autre, ça c'est sûr. Donc ce qu'elle te dit, c'est vrai. Faut être intéressé par l'autre parce que si tu triches et si tu calcules, on s'en rend vite compte de pas être intéressé. Ou si tu es intéressé que pour que le mec, enfin pour être, parce que tu es opportuniste, ça on le voit très bien vite. sûr. Moi, j'en ai fait des frais, hein, parce que forcément, quand tu commences à avoir un peu de succès, tu as des gens autour de toi qui gravitent et tu prends des gifs et ça, c'est aussi le revers de la médaille. Mais voilà, mais après, ce côté timide, oui, moi, je sais que ce que j'ai pour moi, c'est que j'avais l'habitude de parler devant une classe et que du coup, bah, je peux avoir une fois, j'ai fait un truc devant 180 personnes et que j'ai été capable de pitcher sans problème et que j'adore. Et là, tu vois, on m'a mise maîtresse de cérémonie pour les 10 ans un cercle d'entrepreneurs de femmes et j'ai fait, bah, OK, je ferai le discours devant sûrement 100 personnes et j'adore ça. Donc oui, ça, c'est quelque chose que j'avais en moi et qui m'aide. Après, après j'ai plein d'autres freins, hein, voilà, ce syndrome de l'imposteur, je l'ai, la peur de pas être à la hauteur, je l'ai, heu, le problème d'estime de moi, je l'ai, alors que ça paraît pas comme ça, mais oui. Non. Donc ça se travaille et puis ça se cultive et ça se combat. Parce que j'ai fait un podcast il y a pas très longtemps, on m'a dit, 11 ans d'entrepreneur et 11 ans de quoi? Et j'ai dit: 11 ans de combat. Voilà, contre toi et contre les autres. Donc ça, voilà, Et je tenais à le dire parce que c'est important. ouais, ouais, bien sûr. OK, je prends, beaucoup de travail en tout cas. Hem, Tu parlais tout à l'heure de Cyril Lignac qui était tes mentors, je crois, enfin une personnalité que tu apprécies grandement. Tu l'as rencontré non, pas encore? Tu as pas eu cette En fait, je chance-là? l'ai C'est pour rencontré, mais c'est pas rencontré, il avait un corner à la Fête Gourmet à Paris, je suis arrivée, je lui ai filé mon livre, dédicacé, j'ai pris une photo de lui, avec mon livre, mais c'est faux, ça, tu vois? C'est pas vraiment rencontré. Moi, ce que je veux, c'est le rencontrer, qu'on soit à une table et que j'ai l'occasion de lui dire que je vais pas pleurer parce que je suis très émue, mais que là où j'en suis, c'est lui. Voilà, c'est vraiment lui qui m'a donné cette force, c'est quelqu'un qui est pas très aimé dans le milieu parce qu'il a fait beaucoup de télé.
Il est autodidacte, il est du Sud, il a toujours son accent, il a fait de la télé, il a toujours été dans la créativité un peu dingo. Moi, j'ai un livre où il faisait un magret de canard avec des dragées. Tu vois. Et moi, le sucré salé, j'ai toujours adoré ça. Et tu vois, pour l'anecdote, j'ai fait un podcast il y a pas très longtemps et je parlais. Et au bout d'une heure, le journaliste me dit, mais tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser à Cyril Lignac. Et là, j'ai fait, waouh. J'étais trop fière parce que je lui avais jamais parlé de lui. Et voilà, peut-être qu'on a le même parcours. Donc oui, j'aimerais le rencontrer pour ça. J'y arriverai peut-être. Il s'avère que mon premier bouquin, l'éditrice, c'était une ancienne de Lignac. J'ai plein de gens qui le connaissent. Mais je veux pas faire ça. Je veux pas le faire en mode oui, je veux le rencontrer comme une groupie. Je veux vraiment qu'on s'assoie et qu'on puisse se parler en fait, tu vois, de cœur à cœur, de passion à passion, de parcours à parcours. Et peut-être que ça arrivera. Et voilà. Ça va arriver, c'est sûr. Je pense que ça va arriver assez vite, de ce que je comprends, en tout cas. T'as des livres, des choses que tu pourrais conseiller, en plus du tien, évidemment. J'ai noté. Je l'avais noté. Putain, c'est bon. Oui. Alors, j'ai plusieurs livres. Bon, moi déjà, je suis très développement personnel parce que je dis toujours que un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui se connaît. Donc, c'est un entrepreneur qui travaille sur lui. Donc, les accords Toltec, s'il vous plaît, allez lire le livre des accords Toltec. Parce que c'est quelque chose qui fait énormément résonance sur l'entrepreneuriat, sur le rapport à l'autre. Ensuite, moi, je suis archi fan de Anthony Bourbon. Anthony, je t'aime. Voilà, c'est comme ça. Décidément. Tous ceux qui Alors, passent je à la regarde pas télé, du tout. Alors, décidément. pour le coup, je regarde même pas qui va être mon associé, mais je le suis beaucoup sur les réseaux et j'ai acheté son bouquin. Il s'appelle Forcez votre destin. Et ce mec-là, pourquoi je l'adore? C'est parce qu'il est tellement disruptif. Il est tellement clivant. Parce que moi, je suis très clivante aussi dans la gastronomie. On m'a dit soit on t'adore, soit on te déteste. On me l'a dit il y a pas longtemps, un chef me l'a dit. Voilà. Et lui, en fait, il est tellement cash. Mais moi qui suis entrepreneur, ça résonne parce que ce côté, faut être focus, faut pas écouter les autres, faut souffrir, machin, je le vis et je réussis. Donc, je sais que ça marche. Ensuite, j'ai le livre de Maud Ankawa qui s'appelle Kilomètre Zéro, qui est un livre que j'adore parce que c'est le livre, c'est l'histoire de quelqu'un qui va gravir forcément le l'Everest ou le Kilimandjaro. Mais c'est tout en fait le processus de connaissance de soi et de savoir qui l'on est pour savoir où on va. Parce que je pense que quand tu n'as pas cette perspective d'introspection, tu peux pas aller très loin, en fait, ou en tout cas pas quelque chose qui résonne. Et le dernier, c'est un ami à moi qui s'appelle Sébastien Ripari et qui est en fait un ancien consultant Michelin qui a été très très souvent dans tous les cuisines de chefs étoilés. Et son livre s'appelle L'ami des chefs. Et en fait, il brosse le portrait de la gastronomie sous tous ses travers. Et c'est très beau parce qu'en fait, lui dit qu'il n'a jamais été chef, mais que au fait d'avoir rencontré beaucoup, beaucoup de chefs, il sait ce qu'est le métier et que c'est un dur métier. C'est un métier de philosophie, c'est un métier de passion, c'est un métier de transgression, c'est un métier aussi de résonance intérieure. Et voilà. C'était Pas mal. la petite parenthèse bibliothèque. Eh ben écoute, j'adore. Alors j'en ai lu 2, j'ai pas lu les autres. J'irai peut-être aller regarder, en tout cas Ouais. m'imprégner de ce qu'ils disent. Merci pour ça, c'est génial. Donc tes aspirations, Cyril Lignac, Anthony Bourdon, et puis tous ces livres. Est-ce que tu as d'autres choses qui pourraient aider les nouveaux entrepreneurs, ou en tout cas les gens qui ont envie d'entreprendre pour y arriver? Moi, je pense que déjà, c'est vraiment d'avoir un moment où tu travailles sur toi. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, pour faire éclore le meilleur de toi à donner à tes clients, bah, ça veut dire que tu es travaillé aussi sur toi un peu tes obscurités, tu vois, tes parts d'ombre. C'est vrai. Alors moi, parce que je suis aussi une artiste, et ça, je l'ai compris il y a très peu de temps que j'étais une artiste, mais tu es obligé, tu vois, quand tu donnes aux autres, tu es obligé d'être au clair avec toi-même. Sinon, tu donnes un truc un peu bancal. Mais là, il y a une citation que j'adore. Attends, je vais la noter. Oui, moi, c'est la citation de Sénèque. Ça, c'est mon côté prof de français, philo. Et j'aimerais voilà, que les gens l'entendent. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
les gens se mettent beaucoup de freins et notamment, de freins, extérieurs. Tu vois, tu m'as posé la question, je sais pas si on a le temps là, mais tu m'as posé la question si tu pouvais remonter le temps de 20 ans et croiser la Virginie d'avant. J'ai le temps de le dire ou pas? Ah oui, tout à fait, j'allais finir par cette question. Ouais, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ça m'a beaucoup émue d'ailleurs. J'ai mis 3 choses, parce que moi, quand j'avais 20 ans, j'étais quelqu'un de très introverti, j'étais pas forcément très bien, avec plein de gens. Et donc je lui dirais qu'il faut assumer ton hypersensibilité, parce que ça, c'est mon gros souci, mais qui n'en est pas un finalement. Donc assumer ton hypersensibilité, ne pas vouloir se conformer aux jugements et aux attentes des autres, parce que ça t'empêche d'être toi-même. Apprends à te protéger, à ne pas te laisser intimider par les insécurités des autres. Et ensuite, fais confiance à ton intuition, parce que c'est elle qui te guidera jusqu'au bout de ta vie. C'est top. De bonnes choses que tout le monde peut prendre, clairement. Je peux m'en appliquer déjà une au moins, donc c'est déjà facile. Merci en tout cas, Virginie, pour tout ce que tu m'as apporté dans cet épisode. Bah, c'était avec plaisir. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, qui t'ont écouté, se disent que finalement tout est possible. Il suffit d'en avoir envie. Il suffit de transformer sa passion en métier. Et puis, si ton métier c'est une passion, est-ce que c'est un métier? Je sais pas. À toi de voir, à vous de voir. C'est un super voyage en tout cas que tu nous as proposé, Virginie. Je suis hyper content de découvrir un nouveau métier parce que je connais les chefs cuisiniers, mais à domicile pas forcément. On voit que ta passion est devenue quelque chose de dévorant, débordant, qui t'a permis de faire le grand saut. C'est génial dans l'entrepreneuriat et ça t'a posé pas mal de problématiques, mais également on l'a vu, le Covid qui peut tout faire basculer hein, pour beaucoup de monde. Toi, tu as réussi à surmonter encore plus fort. Encore plus dur, encore plus haut. Tu as surmonté tes peurs, tes obstacles. Tu montres à tout le monde que c'est possible, que même tout seul, dans son coin, on peut faire des choses grandes, aller devenir peut-être des futurs mentors, ou peut-être tu es déjà des mentors, de ce que je comprends, hein, puisqu'on veut faire des photos avec toi. C'est juste, est-ce que c'est le point d'orgue de son métier? Est-ce qu'on est devenu, est-ce que là, tu peux t'arrêter et te dire, ça y est, j'ai réussi ma vie? Non, je sais pas. j'ai encore un autre projet. J'ai plein d'autres projets. Et c'est justement, tu veux nous en parler un petit peu ou c'est encore Ah secret? oui, je suis déjà donc j'ai écrit 2 bouquins, je suis déjà sur mon 3e. Moi j'aimerais créer, parce que j'adore donner des cours de cuisine, donc j'aimerais créer une académie de cuisine avec Oui. des gens qui cuisineraient avec moi ou que je formerais. Et là ma coach, parce que les coachs ils sont toujours à avoir une vision de ouf, hein, ils te poussent à avoir une vision de ouf. Là j'aimerais pousser les portes de l'étranger et j'aimerais représenter la créativité culinaire à l'étranger, la gastronomie française à l'étranger, mais sous un angle vraiment créatif, sous un angle de liberté, parce que la gastronomie aujourd'hui, elle est très belle, c'est l'art de vivre à la française, mais il y a encore beaucoup, on est beaucoup englué dans les traditions, on est beaucoup englué dans le dogme, et c'est pour ça que moi je remue un peu tout le monde parce que je suis là, de faux folle à dire: «Mais en fait, on peut tout faire en cuisine». Et j'ai envie de le pousser, plus loin. Eh beh, écoute, ce que je te propose, c'est, je sais pas, on se donne rendez-vous dans 2-3 ans, 2 ans? On en reparle D'accord. sur Allez, 2 ans, Renacast. 2 ans, on y 2 va, ans, 2 ans. allez, 2 ans et tu me diras si tu as finalisé ton 5e bouquin, puisque finalement, pourquoi pas, que ton académie est ouverte et qu'elle fait, rayonner, la cuisine française à travers le monde et chez les particuliers et puis, si tu peux toi aller, partout dans le monde, c'est encore mieux. Écoute, merci beaucoup pour, ce partage Virginie. Je te souhaite, tout le bonheur du monde comme on peut dire et puis, à très vite, peut-être sur un prochain épisode de Renacast. Salut Virginie, à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Ciao, bye bye. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.